Ok, bonjour. Je vais vous faire une vidéo lihli, mais une vidéo en langue française et en langue française de Tunisie, donc avec notre accent. Et voilà, ça fait partie de notre identité, tout comme il y a un français mauritanien, il y a un français nigérien, il y a le franc-arabe d'Algérie, il y a le français des Canadiens, il y a le français des Marolles, il y a le français des Alsaciens. Donc chacun a une langue, et nous autres, Djerbiens, nous avons aussi une langue française qui perd du terrain, c'est clair. Mais je parle français parce que la plupart des Djerbiens sont portés sur plusieurs pays. Et vous savez le dicton qui dit que un Djerbien sans passeport est un Djerbien qui est mort, parce que nous sommes une île et que nous avons cette obligation d'être ouverts sur le monde, de connaître d'autres langues, d'autres cultures, d'autres traits. Et donc j'ai eu une remarque de quelqu'un qui me disait tu n'es pas algérien, tu es en Algérie. Quand on est djerbien, on doit savoir qu'il y a des djerbiens d'Algérie, il y a déjà des djerbiens de différents pays. Moi, depuis mes arrière-grands-parents, on travaillait en Algérie, on a fait une génération et on a une famille du côté de ma grand-mère qui est devenue les Bouziri, qui sont devenus des Algériens et qui sont d'origine djerbienne. Donc vous voyez, les djerbiens se répandent partout dans le monde et bon, il y en a qui sont branchés sur la Turquie, il y en a d'autres qui étaient branchés sur la Palestine, à l'air de rien. Moi, j'ai une branche familiale qui, à l'époque, allait à Jérusalem, parce qu'ils commerçaient avec Jérusalem, et ils vous parlaient de Iqaddas. Taqdis, c'était beaucoup plus important, je n'ose pas dire ça, mais en tout cas, c'était très important. Iqaddas ou Hajj, c'était deux choses importantes. Bon, bref, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est plutôt la construction. Je viens de débarquer, et comme vous constatez, j'ai pas encore pris le temps de pouvoir me raser, ni de me couper les cheveux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de voiture. Tout simplement, parce que quand on débarque à Djerba, c'est pas facile. Il faut une bagnole, j'ai pas de bagnole, j'ai ma moto qui est en panne, j'ai pas pu la réparer, apparemment elle est foutue. Et donc j'ai ma tête d'Européen, de gars qui vient d'Europe en tout cas, qui a les cheveux longs et qui n'est pas encore rasé, etc. Et donc c'est pour vous dire qu'il y a des difficultés sur le plan local et la maison n'est pas en ordre. Il y a des travaux, il y a des réparations. Et je vous cite cet exemple d'installation pour vous parler d'un sujet beaucoup plus sérieux. C'est pour vous parler des constructions à Djerba. Je me suis absenté 5 mois et durant ces 5 mois, les choses se sont élevées partout, des constructions à une vitesse incroyable. Dans aucun pays du monde, on a vu ça, dans aucun pays du monde, on ne voit des gens construire sans plan, sans architecte, sans autorisation de bâtir. Et je vais vous montrer un peu, si j'arrive à vous montrer, il y a derrière le palmier là-bas, si vous voyez, il y a une maison qui n'existait pas il y a 1 mois et demi. Et regarde, ils sont déjà au 3e étage. Vous voyez au niveau des 3 palmiers, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, de ce côté-là, c'est encore en construction, c'est une brique rouge, et c'est un terrain volé, c'est un terrain agricole, qui a été pris du temps de mon père, et bon, mon père, il doit défendre ses biens. Moi, je ne vais pas me battre pour le droit que n'ont pas su défendre nos aïeux. C'est une règle de vie. Je défends ce que l'on me donne. Mais je ne vais pas me battre sur des promesses de grands-parents ou d'abus sur les grands-parents ou de martyrs ou patati ou patata. Vous savez bien, bon, c'est un discours que je n'aime pas, qui n'est pas très productif. Donc, je me base sur ce que l'on me donne. Donc, c'est une terre agricole qui a été prise. Et quand on vole une terre, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On la vend. On vend avant de crever, on la vend, on la revend, donc elle a été vendue et revendue. Et là, il y a un nouvel acquéreur. Que fait le nouvel acquéreur? Il construit un building. Il construit un building dans une zone agricole. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'égout. Il va construire des petits studios, parce que lui, il réfléchit rentabilité, mais nous sommes dans un lieu agricole, donc il ne paye pas d'impôts. Parce que vous savez bien que dans les terrains agricoles, on ne paye pas d'impôts, on paye l'impôt sur la production. Et comme c'est de la production nourricière, on est content d'avoir de l'huile, d'avoir du miel, d'avoir du raisin, on est content d'avoir de la nourriture, donc on ne taxe pas. Il y a à peine une TVA qui est pas très élevée. Donc la production, elle est encouragée. Mais ces gens-là,
s'installent dans une zone agricole, ils perturbent la zone agricole. Parce qu'ils vont perturber la production agricole. Depuis des années, nos vignes ne produisent plus, on n'a plus de miel parce que les gens ont peur des abeilles. Et même les abeilles crèvent de faim, parce qu'il y a de moins en moins de fleurs. Donc les abeilles doivent bouger pour pouvoir faire les floraisons, etc. Donc vous imaginez toutes ces pertes que nous avons de notre héritage ancien, et donc l'agriculture a perdu beaucoup de terrain. Il n'y a qu'à peine quelques figuiers, encore les figues de Barbarie, ça a été détruit, parce que ça gênait la circulation, parce que les routes sont plus intenses, et donc on détruit les figues de Barbarie, et personne n'aime ça, et malgré leur utilité. Donc il ne nous reste que quelques oliviers, quelques figuiers, des grenadiers, mais l'agriculture qui n'est pas très rentable dans ses produits, on n'a pas diversifié, et les gens, ils construisent. Donc quand ils prennent une maison, ils construisent, ils ne payent pas d'impôts, et comment ils vont faire? Alors quand on va construire un immeuble de 3 étages avec des petits appartements, vous imaginez le type de clientèle qu'ils vont nous amener. Et chacun va venir avec sa voiture. Et voilà, donc il y a des lois agricoles. Les lois, c'est lié à une stratégie. Tout pays a une stratégie pour défendre son agriculture. Donc il fait des lois agricoles, tout comme dans les lieux industriels, c'est dans ces lieux où on se produit. Comme il y a des lieux d'informatique, c'est là où toutes les boîtes sont là. C'est-à-dire que quand il y a un renouvellement, on a un pôle dynamique d'informatique. On a un pôle industriel, on a un pôle de construction de voitures, on a un pôle agricole. Donc c'est l'organisation d'un État, c'est l'organisation de ces circuits de production. Et donc ici, nous sommes dans un lieu agricole, c'est un lieu végétal. Et le végétal, c'est beau. Et c'est beau, ça attire le tourisme. Donc c'est pour le repos. Donc ces gens-là viennent, ils trouvent que le pays est beau. Et la première chose qu'ils font, ils détruisent les palmiers, ils détruisent les oliviers et ils construisent une maison. Alors on a été tolérant, mais là maintenant c'est un immeuble. C'est un immeuble. Est-ce qu'il va payer pour tous les anciens? Parce que si jamais la municipalité est dynamique, elle lui fait exploser son immeuble complètement. Parce que c'est un terrain agricole, parce qu'il a détruit 2 oliviers et un palmier, parce qu'il n'a pas le droit de bâtir. Et donc les précédents, ils ont abusé de la loi et ils ont tout de suite vendu pour ramasser l'argent. Et donc le nouveau, là, il se croit intelligent, il construit un immeuble. Mais qu'est-ce qu'un immeuble? Ça veut dire, je ne sais pas, il y a 3 étages, on imagine au minimum 3 locataires, donc au minimum 3 bagnoles. Où c'est qu'ils vont les mettre? Où c'est qu'ils vont les parquer? Donc c'est pas le lieu, c'est pas adapté. Et les poubelles, elles vont pas passer ici. Donc si chacun va jeter ses poubelles, les poubelles sont loin. C'est pas la municipalité. Nous sommes un lieu rural. Et dans un lieu rural, on recycle ces poubelles. Parce qu'on a un mode de vie où on enterre les poubelles, il n'y a que les plastiques, on va les déposer. Bon, et on a une tradition de gérer bien le bois avec le bois, le fer avec le fer, le métal avec le fer, la récupération. Donc il y a un mode de vie ancien qui se base sur la récupération. Et d'autant plus quand on a une vieille alimentation. Nous ici on avait une quinzaine de chiens qui vivaient. Ils vivaient en liberté. Mais ces citadins, quand ils viennent, ils ont peur des chiens. Donc le voisin Mohamed Dao, il a mis une viande fermentée pour tuer les animaux. C'est un tueur de chiens, un tueur de chats. Cette année, bizarre, je vois pas d'animaux. D'habitude, il y a toujours des animaux, des chiens. Mais ils ne dérangent pas, ils font du bruit. Et les gens, ils ont peur des scorpions. Ah, ils ont peur des scorpions. Mais tu viens au pays des scorpions. Et tu veux éradiquer les scorpions. Et tu veux imposer ton mode de vie. Mais attends, on n'est pas à Paris. Vous venez avec beaucoup d'argent. Alors, ce voisin vient de construire un building. L'autre, je ne peux pas vous le montrer, avec lequel j'ai eu des soucis. Et il a détruit, il a partagé le manoir en 3 espaces, en trois espaces pour villa. Et il a construit une énorme villa. Il a vendu, bien sûr. Et il a vendu, je ne sais pas, 300, 400 millions. Si vous calculez en euros, ça fait 100 000 euros. Mais c'est pas cher. C'est pas cher. Vous achetez des briques à 30 centimes. Vous achetez le ciment à combien dire, à 17 dinars, ça fait 5 euros le sac de 50 kilos. C'est pas cher du tout. C'est pas cher. Mais il n'y a pas de transport.
Mais il n'y a pas de... Donc c'est vrai que dans l'immédiat, quand vous achetez une maison, et quand vous payez 100 000 euros une maison, c'est pas cher. Mais après, vous payez par la suite, c'est-à-dire que vous avez moins de production agricole, donc vous vous basez uniquement sur les ressources qui viennent de l'étranger. Vous n'avez plus des ressources intérieures, vous manquez d'eau, vous manquez de tout. Alors aujourd'hui, les charters ne sont pas chers, mais dans quelques années, parce que les hôtels sont vides, les gens spéculent, ils habitent dans le rural, donc ils construisent leur maison, ils rêvent de ce djerba magnifique, verdoyant, ils viennent, ils détruisent la végétation, ils construisent des grosses baraques qu'ils n'habitent pas, où l'entretien est très cher. Je vous dis, moi, c'est notre maison, il y a des travaux, ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de frais. Donc avant de pouvoir, enfin je ne viens pas en vacances, moi je vis ici, mais avant de pouvoir prendre des vacances, si je peux dire, mais j'ai des tas de travaux à faire, j'ai des tas de régularisation à faire, j'ai des tas d'ennuis du point de vue administratif. Qu'est-ce que je vais faire avec ce nouveau problème de ce nouvel immeuble? Vous imaginez, il a construit à moins de 4 mètres de la limite topographique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je laisse faire. Un autre jour, il vient me réclamer, il me dit « Ah, j'ai besoin de 4 mètres de distance. » Donc c'est lui qui va venir me réclamer. Donc je dois me défendre. Donc je dois en tout cas prévenir. C'est clair que la municipalité ne fera rien. Elle ne va pas stopper les travaux. Elle ne va pas l'obliger à détruire. Nous sommes dans un pays d'anarchie, un pays de... Et donc voilà, c'est un pays où la construction est très facile. Je vous ai dit 30 centimes la brique, vous payez. Dans quel pays du monde vous payez une brique à 30 centimes? Le ciment à 5 euros, 50 euros le kilo, 50 kilos à 5 euros. Donc vous payez 1 euro les 10 kilos. Attendez, dans quel pays vous avez ces prix-là? Ni TVA, ni rien. Les camions, ils sont là, au bout de la rue. Ils attendent. Et ils traversent, ils passent enfin, ils passent la frontière, oui, ils passent le pont. Et ils attendent le téléphone. Ils sont là avec leur téléphone. Ils attendent qu'on les appelle pour des livraisons. Et ils vont livrer leurs briques. Et donc les gens construisent avec une facilité incroyable, sans aucun contrôle. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est l'asphyxie à long terme? Les hôtels sont vides. Les hôtels sont vides. Des fortunes ont été dépensées pour accueillir des hôtels de luxe, de confort, avec l'eau chaude, l'eau froide. Et tout, c'est un luxe que d'avoir, que de vous donner une chambre d'hôtel avec de l'alimentation à Djerba. Nous sommes une île pauvre à la base. Et quand vous allez dans un hôtel de Djerba, vous êtes bien gâté, vous avez une bonne alimentation, vous avez une grande diversité, vous avez le confort. Mais tout ça, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail des hôteliers. Et ces hôteliers sont vides. Et les clients, ils viennent là. Enfin, c'est pas les clients. Ils croient réussir leur rêve en venant construire dans nos manoirs. Ils viennent construire dans des lieux de végétation. Ils viennent de construire dans des lieux de beauté. Ils détruisent les beautés et ils construisent des immeubles et ils espèrent gagner de l'argent avec les immeubles. Mais qu'est-ce qu'ils vont attirer comme clientèle? J'ose pas dire l'équivalent des patriciennes qui vont venir habiter là. Parce que c'est ce type de clientèle que vous allez avoir quand vous logez un bidet, une chambre. Quelle clientèle allez-vous avoir? Donc ici, nous sommes dans un endroit de manoir, de grandes familles anciennes. Tout a été détruit, toute la végétation a été détruite. Et on a des petits studios et chacun espère gagner de l'argent sur le loyer. C'est plus de la production, c'est plus de la production touristique, c'est plus de la production d'huile, c'est plus de la production agricole, c'est plus de la végétation, de la beauté naturelle. Non, c'est fini tout ça. J'espère que le client il va venir louer. Et donc tout le monde court après les locataires. Et les hôtels sont vides. Vous voyez la contradiction? Et à long terme, les charters, c'est fini, 360 euros le billet d'avion. Parce qu'avant, on avait des charters pour amener les touristes d'Europe vers la Tunisie. Mais si maintenant les hôtels sont en faillite, pourquoi voudriez-vous que le voyageur, enfin que les traveler shops, je ne sais pas comment on appelle ça, les agences, enfin en tout cas les sociétés, les tour opérateurs, louent des avions? Pourquoi? Ils sont perdants. Ils donnent leur place à des voyageurs. C'est plus des touristes qui prennent l'avion, le charter. Ce sont des voyageurs qui rentrent au pays et qui rentrent à 60 euros. Alors aujourd'hui, ça va, mais bientôt, les tours opérateurs ne loueront plus d'avions. Et ça leur convient plus. La Tunisie n'est plus une affaire. Le tourisme ne fonctionne pas. Enfin, c'est une hypothèse sérieuse. Et donc, c'est une faillite à long terme. Donc, vos maisons que vous avez achetées 100 000 euros, eh bien, vous allez courir pour récupérer votre pognon. Parce que quelle clientèle vous allez avoir?
Donc vous voyez, quand on n'a pas de stratégie, et les lois justifient les stratégies, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on a des lois agricoles, on a des lois où on n'a pas le droit de construire en hauteur. Pourquoi? Parce que les palmiers se marient avec les semences, avec le vent. Et quand vous mettez des immeubles entre eux, ben les semences ne sont... Mais c'est même pas utile de marier les palmiers, puisqu'on les coupe, on les rase. Donc on n'a plus de palmiers à Djerba. Alors qu'à Djerba, nous avons les plus beaux palmiers du monde. C'est eux qui attirent la clientèle, c'est eux qui amènent les touristes. Donc c'est fini. Vous tuez les paysages, et vous construisez des maisons, et vous espérez avoir une clientèle. Mais quelle clientèle vous allez avoir? Une clientèle du rat de sol, des locations à bon marché, et ces gens-là, ils vont sortir leurs poubelles, mais les poubelles ne passent pas ici, donc ils vont salir. Donc on va aller vers la bidonvidalisation de nos gîtes ruraux, de nos manoirs, de nos paysages, de nos campagnes. Voilà où on va. Voilà où on va. Et le gouvernement laisse faire, et la municipalité laisse faire. Alors la municipalité, on avait un bourgmestre en Belgique, ou comme on dit un maire en France. En Tunisie, on dit un président de municipalité. Il était mauvais. Oui, il était mauvais. Le président l'a enlevé. Puis maintenant, ça empire. Enfin bon, je ne sais pas si ça empire. Mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai reçu un message de Monsef. Et je le remercie. Parce que lui, il m'a dit, je le connais pas, Monsef Ramdani, je le connais pas, mais il m'a dit, Karim, tu devrais te présenter aux élections municipales. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais toujours voulu faire, mais j'ai pas la tête de la popularité, j'ai pas le profil. Vous croyez que les Djerbiens, enfin comment on appelle ça, les octos, les gens qui vivent dans ce pays, vous pensez qu'ils vont voter pour un gars comme moi? Mais jamais. Mais jamais. Nous, les vrais Djerbiens, on est multilingues. Mais les gens qui vivent ici, ils sont arabes, fasha, au Coran, mais ils ne sont pas l'élite djerbienne, oui. Mais les locaux, donc ils ne voteront jamais pour un individu comme moi. Jamais, jamais, jamais. Donc j'ai pas le profil. Et c'est pour ça que, même si j'aime la politique, mais j'ai pas une image négative de la politique. Moi, pour la politique, c'est la gestion du bien commun, c'est la gestion du bien collectif, c'est le bien-être de tout le monde, c'est l'harmonie d'une société. C'est ça la politique. Et dans la plupart des pays, la politique, ça se résume à la notion de pouvoir. J'ai le pouvoir de commander. Non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est l'intérêt pour l'économie, pour les finances, pour la beauté, pour l'harmonie, pour l'éducation, pour les vieux, pour les poubelles, pour le sport, pour la culture, parce que tout est politique, parce que tout a une implication politique. Donc, ça m'intéresse, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait parce que j'ai peur du ridicule. Enfin, j'ai pas envie de sombrer dans le ridicule. J'ai pas envie de. Mais maintenant, de ce que me dit Monsef, Yatik Saha, parce que c'est quelque chose à laquelle j'aspire. Et peut-être que la dictature pourrait nous aider, pourrait m'aider en tout cas, nous aider en tout cas, nous Djerbiens. Et donc l'idée m'est venue. Je vais carrément, m'est venue tout à l'heure. L'idée, c'est de déposer une candidature devant le président, puisqu'on a un dictateur qui règne. Je vais lui demander, nommez-moi président de municipalité de Médoune. Nommez-moi président de municipalité de Médoune, donnez-moi un bail de 2 ans, et vous allez voir comment je gère, et je vous donnerai un modèle de gestion publique. Je m'occuperai autant de fiscalité que d'harmonie sociale, que du ramassage de poubelles, parce qu'à chaque fois il y a un plan, il y a une stratégie. Comment je travaillerai avec les chambres de commerce, les intermédiaires, les corps professionnels. Et voilà, parce que Raïs Beledi, comme on dit en arabe, c'est Beledi, c'est petit pays, c'est président d'un petit pays. Et donc, comme il y a longtemps, j'ai proposé des formations en gestion des municipalités, mais je ne suis arrivé à rien. J'ai fait une formation et je l'ai proposée en Belgique, je l'ai proposée aux Nations Unies, je l'ai proposée au gouvernement tunisien, je l'ai proposée à Béji Caïd Sepsi. Il m'a dit c'est une excellente idée. Allez, c'est très bien, c'est lui qui m'a encouragé. Allez, on a besoin de démocratie locale avant qu'il ne soit président. Donc c'était en 2013 à peu près.
Et quand j'ai préparé ce plan, et quand il est devenu président, je l'ai félicité, et je lui ai rappelé ce qu'il avait dit. Il m'a oublié. Il m'a oublié. Bon, ça n'empêche pas qu'il reste quand même un chic type, un brave type, un des meilleurs présidents qu'on ait eu. Béchir Caïd Sebsi, c'est un gars extraordinaire. Je l'apprécie beaucoup. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Alors, est-ce que le présent dictateur, le présent César, pourrait lui peut-être m'écouter, peut-être, et se dire oui, ben voilà, tentons l'expérience. Parce que je vous dis, moi, je n'ai pas le profil d'être élu. J'ai pas le profil d'être nommé parce que je suis pas un cafève, je suis pas très populaire, je suis pas populiste. Je suis rationnel et je suis au contraire dans la discrétion et je voudrais travailler dans la discrétion. Et que justement les chefs de municipalité sont nommés sur leur popularité, alors que là je revendique la discrétion pour bien travailler, parce que il faut pas, parce que on prend des mesures, mais il faut des mesures, les prendre discrètement sans que l'on porte atteinte à votre personne et que l'on sache expliquer, que l'on sache faire travailler une équipe, travailler en groupe, développer des stratégies. Et je trouve que la bonne politique ne s'associe pas avec la popularité. Je vais vous prendre un exemple politique. Churchill n'aurait jamais dû être élu. Churchill. C'est un accident de parcours où il se retrouvait président. Mais parce que Churchill n'est pas quelqu'un de charismatique, mais c'est un excellent politicien. Et la meilleure preuve, lorsqu'il a organisé des élections après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est dit « j'ai besoin de temps pour mener une bonne politique, et donc il faut que je fasse des élections anticipées ». Et il a fait ça, il s'est planté, le pauvre. Et donc quelque part, on a perdu l'affaire d'un grand politicien. Donc vous voyez que la politique, c'est aussi de la discrétion, et malheureusement, le système démocratique exige que c'est la démocratie qui nomme les chefs de gouvernement, les politiciens. Or, les politiciens, c'est une compétence, c'est une connaissance. Ce sont des gens qui conduisent un avion. Ce sont des pilotes de ligne. On ne peut pas mettre n'importe qui pour conduire un avion. On ne peut pas voter. On ne peut pas voter le premier venu. C'est pas pour tes beaux yeux que tu vas conduire l'avion. Non. Tu dois savoir où on va. Tu dois connaître la mécanique. Tu dois tout entendre. Tu dois percevoir. Ce qui est valable dans un billet d'avion est valable dans la gouvernance d'un pays. Il faut connaître les lois de la Tunisie. Il faut faire des lois. Il faut comprendre le sens des lois. Il faut avoir un intérêt, une compassion pour tout, pour une harmonie générale. Il faut savoir, c'est pas uniquement de la force, mais c'est de la douceur, c'est de l'entente, c'est de la coopération, c'est un appui sur des structures locales, sur les chambres de commerce. C'est tout ça, c'est un système de stratégie, c'est faire entendre les stratégies dans tous les domaines. Or, nous, tout est foireux, les transports sont foireux, les métiers sont foireux, tout est foireux, ce pays ne sait même pas où il va. Est-ce que vous développez le tourisme à Djerba ou est-ce que vous développez quoi? C'est quoi votre objectif? C'est quoi? Si vous faites de la bidonvillisation de Djerba, parce que c'est en train de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une masse énorme de population et il y a du banditisme, il y a de l'arnaque, il y a une autre forme d'économie parallèle qui est en train de se développer. Mais c'est pas l'essentiel stratégique pour une île, et tout le monde souffre, et je ne sais pas comment ça va finir tout ça. Donc imaginez que le tourisme ne vaille plus, ben, les charters ne viennent plus, donc vous allez avoir de moins en moins de clientèle. D'ailleurs, moi je suis venu en avion, au mois d'août. J'ai pris le moins cher. Au mois d'août, j'ai payé 60 €. Au mois d'août, à Djerba, j'ai payé 60 €. Vous trouvez ça normal? Moi, à l'époque, c'était 480 €. Si je voulais une place, c'était en première classe. Aujourd'hui, je viens à Djerba, l'avion, il est rempli de Tunisiens. C'est grave, hein? C'est inquiétant. Mais si vous ne vous en souciez pas, c'est tout le pays qui va s'effondrer.
Et j'ai pas les outils économiques pour faire les analyses justes. Mais là, je vous dis, en tant que voyageur, j'observe que l'avion contient une grande majorité de Tunisiens qui payent le charter, et ils vont chez eux parce qu'ils ont leur maison. Ils vont pas à l'hôtel. Donc les tours opérateurs, bon, maintenant ils sont en train de récupérer leur mise. Au moins on paye le loyer. Mais à long terme, la Tunisie n'est pas rentable. Les hôteliers MSEC, ils sont en train d'attendre. Ils attendent leurs clients. Ils font beaucoup d'investissements pour bien accueillir leur clientèle. Et leurs clients, ils viennent au compte-gouttes. Enfin bref. La Tunisie paraît moins chère quand vous achetez une baraque à 100 000 €, mais c'est très cher. Enfin, c'est l'à côté qui est très cher. Quand vous venez, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de... Il y a des tas de travaux à faire, parce que c'est, comment dire, l'atmosphère est saline, donc l'amortissement, tout s'amortit, tout s'abîme. La malfaçon, la construction, le travail n'est pas non plus excellent, les matériaux ne sont pas excellents. Donc il y a un amortissement de tous ces produits qui s'usent beaucoup plus vite. Les motos s'usent, les voitures s'usent. Comment vous allez faire? Et la législation des automobiles, elle est délirante en Tunisie. Elle est délirante. Vous ne pouvez pas avoir une voiture sur place. Donc qu'est-ce qui vous reste? Louer une voiture? Les transports sont mal organisés, les poubelles sont mal organisées, les ressources, bon, il n'y a pas tout, enfin quoi, même s'il y a beaucoup de choses, mais quand même cet été, paraît-il, ils ont manqué de farine, ils ont manqué de sucre, ils ont manqué de beaucoup de choses, et c'est un peu le rêve djerbien qu'on est en train d'abîmer. Voilà, bon, j'ai beaucoup de choses à raconter. Je voulais surtout dire que jamais, comme jamais on a construit avec autant de facilité que ce que l'on fait aujourd'hui à Djerba. On n'a pas besoin d'autorisation, on s'en fout, on construit sur des terres agricoles, on détruit des oliviers, on détruit des palmiers, et après il suffit de dire « Samahni, je savais pas !» Et vous êtes pardonné. Si on vous donne une sanction, ça va être le timbre de 1954, 34 € ou 34 dinars. C'est une recette, une ridicule. Alors que 34 dinars en 1952, c'était une fortune. Vous ne pouvez pas détruire un olivier, c'est de l'assassinat, c'est un crime. C'est un crime contre la nation que vous faites quand vous détruisez un olivier, quand vous détruisez un palmier. À Djerba, le palmier, l'olivier, il est titré. Vous avez un titre d'une personne. Il est titré, vous possédez un olivier. C'est-à-dire qui vous donne 30, 40, 50, 60 litres d'huile chaque année. Et vous êtes là pour l'entretenir, vous n'êtes pas là pour le détruire et construire un petit building comme est en train de faire ma voisine là. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, vous voulez que je me dispute avec mes voisins? Ils m'ont déjà volé ce terrain. Bon, tant pis. Mon père s'est pas battu, il a laissé faire comme ça, bon, il m'a donné ça, bon, je prends ce que l'on me donne. Maintenant, elle veut acheter un terrain, elle veut m'acheter encore un terrain pour mettre une piscine. Ah, elle l'aura pas, hein. Elle l'aura pas, ça c'est clair, hein. Ça c'est contre ma... mais puis maintenant, elle abuse. Elle construit à 2 mètres de la limite topographique, alors que la loi dit 4 mètres. Elle construit 4 mètres de hauteur sur 3 étages. Normalement, c'est interdit. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut dominer, elle veut voir toute l'île, elle veut sa tour Eiffel ici, elle veut son enfin, c'est quoi ça? Et la municipalité ne dit rien, mais c'est de l'assassinat collectif. La municipalité ne dit rien. La municipalité n'a pas de pouvoir exécutif, elle n'a pas de conscience collective. Et comme moi, j'ai pas envie de me battre avec mes voisins, donc on va laisser faire. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vais aboutir à lui faire détruire sa baraque? C'est ça que vous voulez au résultat? Mais non! Il faut que l'État soit là immédiatement. Stop, arrêtez la construction. Vous n'avez pas d'autorisation de bâtir, madame. Pénalité, pénalité. Vous avez arraché un olivier, pénalité. Il faut pas laisser les gens faire de ce qu'ils veulent. Mais quand c'est fait, quand l'État est absent, c'est trop tard. Et toute l'île est abîmée. Toute l'île est abîmée. Ce n'est plus l'île des Jardins. Parce que moi, quand j'étais petit, Djerba, c'était l'île des Jardins. Pourquoi l'île des Jardins? Parce que c'était l'île des manoirs. Les manoirs, c'est les houèches. Et les houches, ils sont tous bâtis de la même manière. Une construction forte,
dans le concept de l'immeuble, parce qu'il y avait des petits appartements en duplex dans ce houch, avec un sous-sol, avec une fastria pour récupérer les eaux, et entouré par des tables, il y a des silos, et toutes les eaux se récupèrent et revivent. Donc il y avait un système, et chaque manoir était construit de la même manière à travers toute l'île. Et donc ces houch, ces manoirs, la bonne traduction française, ces manoirs, étaient des jardins, avec une maison renforcée au milieu. Ils ont détruit les maisons, ils ont chacun construit leur maison individuelle, ils ont morcelé les sols, celui qui a un olivier, il a détruit l'olivier, il a cassé, les palmiers, ça coûte tellement cher à entretenir sans aucun soutien, ni de la municipalité, ni du ministère de l'Agriculture, et il a détruit le palmier au lieu qu'il me coûte, parce que qu'est-ce que tu vas envoyer quelqu'un pour tailler un palmier tous les ans, ça coûte cher, ça coûte, je sais pas, au moins 20 dinars pour la taille d'un palmier. Et donc, allez, on l'arrache. Comme j'ai mal à la tête, je coupe la tête. C'est comme... voilà, c'est ça. C'est une logique anthropophage. C'est une logique vraiment d'assassinat collectif. Et alors, quelques-uns, c'est pour ça que je parle en tunisien, comme ça je m'évite ces populistes. Là, il y a des gens qui... c'est des spéculateurs, ils pensent qu'à l'argent, jihanin, et ils veulent investir, ils veulent gagner de l'argent, ils appartiennent pas au pays, ils viennent ici, ils ont envie de récupérer leurs billes, voilà ce qu'ils veulent. Donc يحاولوا يدخلوا فلوسهم قد ما يقدوا ويكسروا باش يعاودوا يرجعوا فلوسهم. اما ما يعرفوهاش الجربه الاصليه، ما يفهموش ce qui a fait la richesse, la beauté de cette île. Ils comprennent pas ça. Et aujourd'hui, c'est trop tard. La semaine prochaine, en Arabie Saoudite, on va vous parler de la protection, de la sauvegarde de l'île de Djerba comme un patrimoine de l'humanité. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais pas. J'ose rien dire. Mais pour moi, si ces gens sont responsables, jamais ils ne désigneront Djerba comme un patrimoine de l'humanité. Ils vont se tourner contre le gouvernement tunisien, ils vont lui dire « Mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour votre pays? Vous demandez l'aide internationale, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour Djerba? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez envoyé toute votre pauvreté, vous avez envoyé vos hilaliens, vous avez envoyé vos destructeurs, vous avez envoyé vos business, vos anarchistes, vous avez mis dans nos pouvoirs, au niveau de la municipalité, vous avez mis des gens qui n'en ont rien à cirer, qui comprennent pas Djerba, qui comprennent rien, qui connaissent pas les lois, et qui laissent faire, et qui sont solidaires avec leurs camarades qui viennent investir et qui viennent piller la richesse de Djerba. C'est foutu. Donc, moi, je suis un homme d'action, j'aurais pu être un poète, j'aurais pu être un chanteur pour exprimer mon émotion, mais j'ai fait autre chose, j'ai fait les sciences politiques pour être dans l'action. Mais j'ai un côté timide, un côté qui ne veut pas s'engager. Alors aujourd'hui, je vais prendre l'engagement, et je le dis oralement, comme ça m'oblige de le faire. Je vais faire un courrier au président de la République, et je vais lui demander de me nommer comme président de municipalité. Tu m'as poussé à prendre mes responsabilités, et tu as raison, et donc je vais le faire. Et comme nous sommes gouvernés par un dictateur, peut-être que ce dictateur pourra prendre une décision pour me nommer Raïs Beledi de Midoun, et je travaillerai, je lui présenterai un plan de travail, comment je vais collaborer avec les corps institutionnels pour que cette ville soit bien gérée, et c'est une banalité. La gestion d'une ville est une banalité. Comment on gère une entreprise, comment on gère une famille, il y a des règles. Comment on gère une équipe de football, il y a des règles. Et la municipalité, elle a des règles. Et donc, je vais lui faire tout ça par... J'ai déjà écrit, hein. Si vous voyez dans mon livre Outrage de l'autophage, il y a un chapitre complet sur la gestion des municipalités. Et donc, présenter ce modèle à la Tunisie pour que chaque cité, elle ait une identité, elle ait quelque chose, elle ait une image, elle ait une rentabilité, elle ait un bien-être. C'est le but de chaque ville, une harmonie sociale, un intérêt pour tous, une recette fiscale, un corps exécutif, un système d'information. Voilà, tout ça, c'est un ensemble qui fait la
Beledia, Beledia en arabe qui veut dire petit pays. Donc on est vraiment dans le sens du petit pays. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Je viens d'arriver à Djerba, donc pour que vous compreniez mon émotion. Et d'habitude, je reviens toujours avec du plaisir et du bonheur, mais ces dernières années, je reviens toujours avec une certaine aigreur, parce que je vois des constructions, parce que je vois des destructions, parce que je vois des abus. Je ne reconnais plus mon île, je ne reconnais plus... et donc, il me faut quelques jours avant de mettre les pieds sur terre. Et là, regardez, j'ai pas de voiture, j'ai pas de moto, j'arrive pas à faire des courses, je trouve des abus, une construction derrière, voilà, donc je dois... Et donc vous imaginez que tous ces gens qui investissent dans une maison, s'ils doivent affronter les mêmes problèmes, mais c'est pas une affaire, c'est pas une affaire. T'es allé à l'hôtel, 300 €, ils vous offrent l'hôtel une semaine, avec l'avion, la nourriture, le confort. Où vous trouvez ça? Mais quand vous allez avoir une maison, vous n'imaginez pas les travaux que vous allez avoir. هل دبوس الغاز ما فماش غاز، هل الماء ما يصبش، الماء مالح، برا امشي شري الماء، ما فما فويت هنا، جايه وين الفويت، فهمتي يدي سي راهو le climat il est difficile pour les infrastructures. Nous sommes près de la mer, les voitures elles rouillent, les motos elles rouillent de l'intérieur, donc il faut beaucoup d'entretien. Donc allez dans des lieux où l'entretien est courant. Les hôtels entretiennent régulièrement leurs maisons, leurs studios, et ils vous offrent des choses convenables. 300 €, ne vous cassez pas la tête. Pourquoi est-ce que vous allez dans le manoir? Vous tuez les productions de l'agriculture. Nous n'avons plus d'abeilles. Nous n'avons plus d'abeilles. Les scorpions, bon, j'en ai pas vu, non, moi non plus. Mais les scorpions, vous savez que le sérum de scorpion est ce qui coûte le plus, c'est un des trucs qui coûte les plus cher, ça coûte une fortune. Et les gens ici, on a peur des scorpions, donc on vous détruit les tabias parce qu'on a peur des scorpions. On vous détruit des tabias, elles sont centenaires, elles font 15-20 mètres de haut. On les détruit parce qu'il y a des scorpions les scorpions ne vivent pas dans les tabias. Les scorpions ne vivent pas dans les tabias. Là, je ne sais même pas où vivent les scorpions. J'en vois pas beaucoup, à vrai dire. Normalement, on dit que c'est les pierres, mais j'ai remué des tas de pierres, j'ai pas trouvé de scorpions. Oui, j'ai remué des tabias, j'ai pas vu de tabias. J'en ai vu occasionnellement. Occasionnellement, j'en ai vu, mais je sais même pas comment vivent les scorpions. Quel est leur mode d'habitat. Voilà. Bon, voilà. Donc je suis venu avec une certaine aigreur. Et je suis triste parce que je préfère transmettre tout l'amour que j'ai pour cette île. Mon père m'a appris à aimer mon île. Il m'a même pas appris, c'était naturel, tu vois. Et moi, je n'arrive plus à transmettre cet amour que j'ai pour mon île, pour nos gens. Quand je vois des gens, je m'en inquiète. Je m'en inquiète. Quand je vois que le Mohammed il a tué les chiens, c'est lequel des Mohammed? Ils s'appellent tous Mohammed. C'est lequel des Mohammed? Allez, il a posé la question, il est venu ici, il a mis des viandes, je ne sais pas ce qu'il a mis, avec du poison. Il est venu, le mec qui vient de Paris, il est venu avec des laborantins habillés en blanc pour tuer tous les scorpions autour. Parce que lui, il vient une fois tous les 2 ans avec ses enfants, donc il a peur des scorpions. Le gars, il est pharmacien, il vient de Paris. Hein. C'est pas la peine que je vous dise qui c'est. Hein. Mais, Rabbi Samahni, on va dans un lieu rural. Si vous voulez la cité, allez à Médoune. Faites des studios à Médoune, construisez en hauteur à Médoune. C'est pas grave. Mais pas dans le rural, pas dans le Houch. Le Houch, il reste garder son esprit naturel, garder son... C'est tout un système, le Houch. C'est un esprit mental, c'est un esprit... Voilà. Ok. Est-ce que je m'arrête? Je ne m'arrêterai pas, vous savez, quand je parle de Djerba.
Et je me dis, il fallait que j'en parle, c'est pour ça que j'en parle, parce que demain j'aurai d'autres choses à faire. Et donc, aïe, je pense que c'est assez long comme ça. Salam alaikum. Vos commentaires, comme c'est toujours de la vitamine. Et le relais aussi, c'est important, parce que on doit communiquer. Et je n'oublie pas l'engagement que j'ai pris devant vous. Je vais déposer un courrier au président de la République avec mon CV, avec mon travail, et je vais lui demander de me nommer, parce qu'il n'y a qu'un président de République qui peut faire ça. Aux élections, je ne serai jamais élu. D'ailleurs, j'ai même pas envie de me présenter. Mais j'ai une compétence, j'ai une connaissance, et je pense que ce serait extrêmement utile. Et je suis un homme pacifique, et je travaille dans la paisibilité. Je suis pas quelqu'un de conflictuel. J'ai toujours travaillé en bonne collaboration, et tous les gens qui ont travaillé avec moi gardent un très très bon souvenir. Et je termine avec Allah yarhamak ya Mohamed. C'est un jeune homme qui a travaillé avec moi, qui était guinéen, et qui a vécu ici avec moi, et qui a travaillé, qui m'a aidé. Il travaillait à l'extérieur et il m'aidait, mais un brave type, gentil, volontaire, travailleur. Et à un moment, quand il y a eu le discours présidentiel très agressif à l'égard des migrants, des Africains, des réfugiés, je ne sais pas comment les appeler, je vais rentrer au pays, j'ai عطيته فلوس عطيته 300 يورو وقلت له برا مشي لبلادك على خاطر ما نحبش شكون يسبك في بلادي، فهمت؟ ما نحبش ما خاطر احنا مش عنصريين، ما نقبلش بانسان يجي يقول لك اون اوردre دو سوفاج ولا زماره ولا باش يستغلونا. امشي لبلادك بصوره باهيه. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je lui ai donné de l'argent à ce jeune homme pour qu'il rentre en Guinée, et j'ai gardé son téléphone. Et قلت له Inch'Allah, un jour je viendrai te voir en Guinée. يا اخي كلمت عائلته، قالت لي on n'a pas de ses nouvelles. on n'a pas de ses nouvelles. يا اخي هو كلمني قال لي سامحني باترون سماني باترون، قال لي سامحني انا في صفاقس، je suis à Sfax, je t'ai menti, et enfin j'essaye de partir en Europe. Quand tu vas aller en Europe, tu vas galérer, tu vas risquer la vie, tu vas te retrouver dans un pays où tu n'auras pas de droit, où tu n'auras pas le droit de travailler. En Tunisie, tu peux travailler, en Italie ou en France, tu ne pourras pas travailler, parce qu'il faut des papiers pour travailler, et que le gars qui va t'employer, il risque des sanctions très graves, donc ils ne vont pas te mettre au boulot. Donc même si tu es fort et que tu bosses bien, ils n'en ont rien à foutre de toi, ils vont te mettre dans un centre, et ils vont te demander de déposer un dossier et de revendiquer des droits, et ça va te prendre des années. Et je connais quelqu'un, il a attendu 17 ans pour avoir ses papiers. 17 ans, mais c'est une vie gâchée, mon frère. Donc l'Europe, allez, tu as vu la Tunisie, tu as voyagé, tu retournes, tu as des idées nouvelles, retourne dans ton pays et travaille. Mais si tu penses que l'Europe va t'aider, il y a du racisme en ce moment, c'est pas le moment, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, nous sommes en rupture, ça va mal aujourd'hui entre la France et les pays africains. Et c'est aussi une faute des pays africains. Parce que vous rêvez de la France ou de l'Europe, et les Africains vous disent on veut plus de la France, on veut plus d'eux. Il y a un discours comme ça, donc antagoniste. Donc on est dans une mauvaise période, il faut arrêter. Il faut arrêter ce discours. Donc ce très cher Mohamed a quand même décidé de partir. Et dans une embarcation de Sfax, il s'est noyé, et il figure parmi les disparus. Il y a eu 43, il y a eu un seul survivant sur 43 personnes, un survivant et un décédé, et 41 corps disparus, parmi lesquels mon ami Mohamed, Allah yarhamak, et que Dieu ait ton âme, et moi je te regretterai en tout cas beaucoup. Tu étais un brave type, tu étais un chic type, tu étais vraiment... J'aurais voulu, mon fils te connaît, mais j'aurais voulu que mes enfants aient tes valeurs de bonne volonté, d'honnêteté, de serviabilité, de gentillesse. Il a jamais répondu à toutes les agressions, à certains racismes qu'il a pu vivre ici à Djerba. Il est toujours resté stoïque, calme, digne. Il parlait pas beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de personnage. Et Mohamed le Guinéen, Allah yarhamak ya Mohamed, et que Dieu ait ton âme, et salam alaykum,
Et la prochaine fois, ce sera dans longtemps, je crois. Allez, ciao, 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 ciao.